Yahoo Betty Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler films de Noël et dans cette vidéo principalement tu auras des films de Noël qui changent de tout ce qu'on a l'habitude de voir et tout ce que l'on peut potentiellement détester. Donc à savoir juste dans moi ce que je vais te dire, je ne vais pas te dire le chiffre de nombre de films que je vais te présenter ici, tout simplement pour la bonne raison que là, moi j'ai vu 7 films, mais je ne sais pas ce que ça représente au niveau d'une vidéo et je ne sais pas jusqu'à quel temps de vidéo pour des présentations de films vous êtes capable d'accepter d'avoir. C'est-à-dire que je fais des vidéos d'environ 20-30 minutes, ok, mais est-ce que par exemple des vidéos de films de Noël qui durent, je sais pas moi, 1 heure pour te présenter un max de films, est-ce que ça t'intéresse et est-ce que c'est réellement pertinent ou est-ce que tu préfères avoir 2 vidéos? Sachant que moi j'envisage dans ce que je vais regarder, consommer, de te présenter la valeur de 4 vidéos. Donc je ne sais absolument pas, sachant que le jour où je filme cette première vidéo, Make-up explique, nous sommes le 31 octobre. Voilà, et pour ceux qui me connaissent bien, j'ai dû essayer de, on va dire, faire planter mon cerveau, d'essayer de lui faire croire qu'on n'était pas du tout en octobre pendant le mois d'octobre. Je vous résume pour ceux qui auraient besoin d'un petit coup de pouce, 27 octobre. Voilà, ça y est, vous l'avez. Bref. Donc du coup, aujourd'hui, on est le 31, je filme des vidéos et donc j'ai décidé aussi de filmer mes films de Noël parce que quand même, ça commence à faire dans le cerveau et donc je préfère supprimer tout ça dans mon cerveau pour pouvoir en re-regarder. Voilà. Bref, dans cette vidéo en tout cas, et potentiellement donc les 6 principalement, voire même le 7e, on peut le compter. Donc soit ça fera cette vidéo, soit ça fera sur la deuxième vidéo. Ce sont des films de Noël qui changent complètement. Parce que déjà, tout ce que j'ai pu voir pour l'instant jusqu'à aujourd'hui, on va dire, jusqu'à 1er octobre, je ne suis jamais tombée sur des films LGBT. Et en plus de ça, je n'ai jamais vu de films LGBT et surtout on a toujours le cliché, soit le premier regard il tombe amoureux, voilà, soit il tombe amoureux à la fin du film, mais il n'y a pas de surprise, c'est toujours à peu près le même genre de scénario et le même genre d'histoire, alors que là j'ai trouvé que les 7 changeaient assez quand même au niveau de l'aventure, de ce qu'on nous présentait, de ce qu'on nous proposait, et c'est ça qui est intéressant justement. Donc voilà. Par contre aussi, petit disclaimer, je suis obligée de faire une grosse intro parce que c'est la première vidéo sur les films de Noël, à savoir que les films qui passent à la télé, que je vais regarder du coup à la télé, ce que je ferai c'est que je posterai uniquement mes avis sur Instagram en story qui seront épinglés la une sur le compte IB Food Travel. Voilà, en fait c'est le IB World, mais il s'appelle Food Travel parce que principalement en post je présente donc des restaurants, des lieux où manger, boire et des hôtels et des lieux à visiter, etc. Voilà. Donc, juste à savoir que les 2 premiers films que je vais te présenter sont donc sur des thèmes LGBT. Si c'est un sujet qui te dérange, donc là, le premier film, ça sera avec 2 hommes entre eux. Et le deuxième film, c'est un film de Noël avec 2 femmes entre elles. Voilà, comme ça, au moins tu le sais. Si ces 2 films t'intéressent pas, tu passes au film numéro 3. De toute façon, je t'aurais fait la barre d'infos avec les films. On va parler de Que souffle la romance, donc disponible sur le site de Netflix. Bien entendu, j'ai oublié de préciser, mais ils sont tous sur le site de Netflix. Et donc Que sonne la romance, c'est un film qui date de décembre 2021. Las des remarques de sa famille au sujet de son célibat, Peter décide de convaincre son meilleur ami Nick, donc à savoir qu'ils sont colocataires, de l'accompagner pour les vacances de Noël et de faire croire qu'ils sont en couple. Alors, à savoir qu'on est donc avec Peter, donc pour les images, c'est juste, voilà, la personne blanche, et Nick est donc la personne de couleur. Et en fait, il en a marre d'avoir tout le temps des réflexions sur le fait qu'il soit célibataire. Donc, il dit à son meilleur ami, viens, on fait croire à ma famille qu'on est en couple. Et au final, en fait, ça ne va pas réellement se faire. Parce que de toute façon, tout le monde est au courant qu'ils s'adorent, etc., que c'est des meilleurs amis, qu'ils sont colocataires, etc. Mais tout le monde autour de la famille, dans la famille de Nick, tout le monde lui dit, mais pourquoi de Peter, pardon, tout le monde lui dit, mais pourquoi tu sors pas avec Nick? En fait, dans ce qu'on voit, de ce que
les personnes extérieures à ce duo voient, c'est vraiment deux personnes qui sont faites l'un pour l'autre, mais ils n'ont pas l'air de vouloir se mettre ensemble. Ils disent que ce n'est pas parce que deux, justement, gays, du coup, vivent ensemble que forcément ils doivent sortir ensemble, etc. Et on va voir donc la famille de Peter arranger un rencard avec un autre homme qui vit dans la ville où vivent les parents de Nick et voir ce qui va se passer. En ce qui concerne ce film, je l'ai trouvé très intéressant parce que déjà on est sur une amitié, montrer justement les amitiés et les relations gays, plus montrer les meilleurs amis aussi dans la même team, on va dire ça comme ça. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa et assez intéressant. Et la façon dont le film est construit, abouti et travaillé est plutôt pas mal. Et ça change un petit peu du coup de tous ces films. Surtout que, une fois de plus je le redis, mais on est plus habitué à des films hétéros. Donc déjà rien que le fait que ça soit pas un homme et une femme mais deux hommes entre eux, ça change un petit peu au niveau du scénario et forcément la façon de faire. On va passer au film numéro 2 qui est Ma belle famille, Noël et moi. Donc on suit Abby et Harper. Me demande plus qui est Abby et qui est Harper là tout de suite. Qui partagent leur vie depuis longtemps, qui s'apprêtent donc à passer quelques jours de vacances chez les parents de Harper. Donc voilà, Harper n'a tout simplement pas avoué à sa famille qu'elle était lesbienne. Voilà, qu'elle aimait les filles. Un couple aisé et voilà, ses parents parce que le couple est assez aisé et conservateur et aussi le père est en train de faire des élections municipales donc forcément on évite de faire des vagues et de se faire remarquer. Donc Abby a l'intention de profiter d'une fête de famille pour demander sa compagne en mariage. Cependant elle ignore donc que Harper n'a pas encore fait son coming out. Donc Harper et on a Abby qui elle n'a plus de famille et assume complètement d'être lesbienne, mais Harper du coup elle donc est dans une famille assez voilà, très conservatrice, très ancien, assez vieux jeu, plus le père envisage donc les municipales, donc on essaye d'être le plus lisse possible et donc Harper n'a jamais prévenu en fait ses parents qu'elle était lesbienne, mais elle a menti un jour à Abby en lui disant que c'était fait. Et en fait on a Abby qui s'était dit vu que on va faire les fêtes de fin d'année avec la famille de ma chérie, je vais en profiter pour la demander en mariage. Petit problème du coup, parce que donc elle ne peut pas faire tout ça, et elle, ses plans sont capotés, plus elle a peur et elle doute en fait des vrais sentiments de Harper, parce que si elle n'a pas été capable d'annoncer son coming out, ça veut dire que potentiellement elle n'est pas capable non plus d'assumer son amour envers l'autre, et donc c'est quelque chose de très intéressant, parce que justement on va avoir tout ce travail en fait sur le coming out, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire, dans quelles conditions il faut le faire, etc. Quand un coming out est par exemple provoqué, etc., ne vient pas de la personne même, ce n'est pas à faire non plus. Et on a tout cet univers-là, sachant que Abby et surtout, Harper et surtout Abby ont un ami aussi homme qui est dans le LGBT. Gay. Et donc je fais gaffe avec tous ces mots parce que je sais qu'il y a des mots que YouTube n'aime pas. Voilà, YouTube doit être LGBTphobe, très clairement. Bref, toujours est-il, donc elles ont, Abby a donc un ami gay qui la soutient et qui lui donne des fois des conseils, etc. Et qui va aussi intervenir dans le film. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa et très intéressant. Et c'est vraiment un film aussi plutôt pop, assez dynamique et que j'ai vraiment apprécié. Je ne me suis pas du tout ennuyée, ni pour le premier, ni pour le deuxième. Pardon. Donc Daisy et le miracle de Noël. On suit Whitney, architecte d'intérieur, qui essaie de travailler pour son ex-petite amie Cormac, qui a adopté sa nièce orpheline Daisy. Le souhait de Noël de Daisy est que Whitney et Cormac se retrouvent pour qu'ils puissent avoir une mère. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc, explication. Nous avons Whitney et Cormac qui ont été en couple en tant que jeunes adultes. Ils ont eu une relation et quelques temps après, ils se sont séparés et c'est Whitney qui a plaqué Cormac. Elle décide d'aller vivre dans un village et Cormac fait sa vie. Cormac a un frère qui a eu une enfant du nom de Daisy.
Malheureusement, en fait, les parents de Daisy vont mourir quand elle est très jeune, et donc, en fait, Cormac va décider d'adopter Daisy. Et donc, Daisy se met à l'appeler papa. Voilà. Et dans le film, donc, en fait, on a Daisy qui vit et qui est donc architecte d'intérieur, et Cormac, en fait, qui va se mettre à aller habiter, déménager avec Daisy, et pour arrêter sa vie actuelle et changer un petit peu sa vie actuelle, parce qu'elle ne lui convient plus. Et donc, il va se mettre à trouver et acheter une maison dans la même ville où vit Whitney. On aura les explications de comment ça se fait qu'ils se retrouvent dans la même ville, ne t'inquiète pas. Et en fait, donc Whitney rencontre Daisy et elle voit que la petite appelle donc Cormac papa. Et elle se dit, attends, mais il n'a pas été si malheureux que ça en fait, parce que quand ils se sont séparés, lui, il était malheureux. Et là, mais au niveau de l'âge de Daisy, il n'a pas dû être si malheureux que ça en fait par rapport à leur séparation. C'est limite, en gros, ça sous-entend par rapport à son âge qu'en moins d'un an, il aurait eu la petite. Sauf que non. Donc, du coup, c'est sa nièce. Et c'est là que tout commence parce que donc Daisy, elle rêverait d'avoir une vraie famille, d'être comme tout le monde, donc d'avoir un papa et une maman. Et donc son rêve à elle, ce serait que Whitney et Cormac se remettent ensemble. Est-ce que ça va se passer ou pas? La réponse, ça je te laisserai le découvrir. Mais ce que j'ai bien aimé, c'était vraiment qu'on mettait en avant aussi le passé, la vie de cette jeune fille, plus les projets de vie qui faisaient que du coup Whitney et Cormac à l'époque n'étaient pas faits pour vivre ensemble et pour avoir une relation sur le moment qui devait durer, et que forcément avec les années on change de façon de voir les choses, on change de façon de vivre, de consommer, et que des fois maintenant après quelques années finalement ça pourrait peut-être le faire ou pas. Ça, je te laisserai le découvrir, mais en tout cas, ce film, du coup, je l'ai aussi adoré. Vraiment, là, tous les films, les 7 films que je vais te présenter, à part le dernier que j'ai un petit peu moins aimé, le 7e, vraiment, je les ai tous vraiment surkiffés et je les ai trouvés super sympas, frais et assez changeants de tous ces films mielleux, etc., qui me donnent envie de potentiellement rendre. On va dire ça comme ça. On continue cette vidéo et je pense que tu peux le constater par toi-même, on n'est absolument pas le même jour. Voilà. Mais plus ou moins même apparence, et puis ça change pas grand chose sur le contenu. Donc on continue avec The Holiday Calendar. Donc on est cette fois-ci sur un film qui dure 1h35, qui date de 2018. Donc on est avec une photographe de talent coincée dans un travail sans intérêt, hérite d'un vieux calendrier de l'Avent qui semble prédire l'avenir et lui montrer le chemin de l'amour. Donc en fait on suit les aventures d'une jeune fille qui est donc photographe, mais elle est photographe pour un studio où principalement ils font par exemple les photos de famille pour Noël, etc. Et c'est pas vraiment elle ce qui l'intéresse le plus. Elle voudrait vraiment faire des photos qui racontent une histoire, etc. Et malheureusement, pour mettre des sous de côté pour pouvoir s'acheter son propre studio et faire son truc en freelance, forcément il faut quand même qu'elle passe par cette étape. Et donc la jeune fille reçoit tout simplement un petit peu avant donc le 1er décembre un calendrier de la part de son grand-père, et son grand-père lui explique que c'est sa grand-mère à elle qui donc lui léguait, sauf que sa grand-mère donc est morte apparemment depuis au moins 1 ou 2 ans. Je pense 1 an parce que vu qu'il lui offre que maintenant le calendrier, ce qui paraît très logique. Et donc en fait le calendrier va plus ou moins lui prédire l'avenir. C'est-à-dire que, ça on le voit très rapidement, mais par exemple la case 1, quand elle va s'ouvrir, elle va avoir une paire de bottes à l'intérieur. C'est une espèce de tout petit jouet, on va dire même pas aussi gros que cette figurine-là. Vraiment, ça doit faire la tête surtout, pas le corps. Et en fait, dans le calendrier, chaque case, il y a une petite figurine. Et donc la première par exemple, c'est donc du coup une paire de bottes. Et le 1er décembre, on va avoir son meilleur ami qui va revenir d'un long voyage pro. Il est parti un peu partout dans le monde et faire des photos, etc. Et donc il revient et il offre une paire de chaussures à sa meilleure amie qui est donc notre photographe. Le jour 2, elle va trouver un petit sapin à l'intérieur, je te laisserai découvrir. Mais donc du coup, elle est persuadée que ce calendrier lui prédit donc l'avenir, ce qui est logique, il lui prédit en fait ce qui va se passer chaque jour. Et en fait, elle va se laisser guider en pensant que du coup, le calendrier lui montre qui est fait pour elle, qui va être du coup l'élu de son cœur, parce qu'elle va rencontrer un homme à partir de tous ces objets qui sont dans le calendrier. Et donc elle est persuadée tout simplement que le calendrier lui montre l'avenir, il lui montre qui est fait
pour elle, et est-ce que c'est réellement la bonne personne ou pas, ça je te laisserai le découvrir. J'ai trouvé ça sympa parce que justement on était sur un côté un peu magique, parce que vraiment le calendrier est un peu magique. Les cases, tu ne peux pas les ouvrir par toi-même, elles s'ouvrent toutes seules pendant la nuit, donc au réveil au matin, hop, la case est ouverte. Sinon, elle ne s'ouvre pas comme ça. Enfin, tu peux pas ouvrir, par exemple, t'es le 3, tu peux pas ouvrir le 4, elle ne s'ouvrira réellement pas. Mais par contre, tu vas te coucher, le lendemain matin, tu te lèves, le calendrier, la case est ouverte. Donc voilà, et ce que j'ai aimé aussi, c'était qu'on était dans un monde où déjà on était sur une romance avec deux personnages de deux types de peau différentes. Et ça, soyons honnêtes, dans les films par exemple qu'on voit principalement à la télé, à part ces 2 dernières années où ça a été un petit peu mis en avant, mais sinon qu'on voit un couple, c'est souvent deux personnes de ma couleur de peau ou deux personnes de type peau foncée. Et on va rarement avoir justement un mélange, et ça j'ai trouvé ça agréable déjà esthétiquement, parce que je trouve que ça peut des fois apporter un plus aussi à la série, des différences de façon de voir les choses, de vivre les choses, etc. Parce qu'une façon, par exemple, un Français et un Asiatique n'aura pas la même façon de voir les choses ou autre, donc des fois ça peut apporter aussi un plus dans la série. Voilà. Chose qu'on avait donc du coup dans la première histoire que je t'ai présentée, qui était une romance homme-homme. Donc voilà, et en ce qui concerne le film, j'ai vraiment trouvé très sympa parce que justement il fait vraiment réfléchir et autres. Ce que je trouve un tout petit peu dommage, ça va être un semi-spoil, c'est juste qu'on ne sait pas tous les objets qui ont été mis dans le calendrier de l'Avent. Chose que moi j'aurais bien aimé savoir juste par curiosité en fait. Parce qu'il y a des jours en fait qui vont sauter, même dans le film, on ne voit pas tout. Et donc j'ai trouvé ça un tout petit peu dommage, mais c'est tout. Sinon vraiment un film au top, et je lui ai mis une note de 5 sur 5. J'ai oublié de mettre des notes, mais en gros, la romance homme-homme, c'était un 5 sur 5. La romance fille-fille, ça va être un 4,5. La romance, enfin le film avec Daisy, je sais plus le nom, mais c'était le film juste avant. Je mettrais plus un 4 sur 5, et donc là, un 5 sur 5. Donc on continue avec le journal de Noël. Donc on suit l'acteur à succès Jacob Turner rentre dans sa ville natale à Noël afin de régler la succession de sa mère. Il découvre le journal intime qui pourrait contenir des secrets sur son propre passé et celui de Rachel, une belle jeune femme qui entreprend de mystérieux voyages à son côté. Alors là aussi, vraiment les résumés, faut que j'arrête, je crois, de vous les lire de Netflix parce qu'ils sont complètement éclatés. En fait, on suit les aventures de Jacob Turner, qui est donc un auteur à succès. Il a écrit plusieurs livres qui sont des suites. Et en fait, au niveau des dates de Noël, il rentre chez lui, dans sa ville natale où il y avait la maison de sa maman, pour justement un petit peu épurer la maison de sa mère, la ranger, etc. et plus gérer la succession. Et un jour, le même jour, il va voir une fille qui attend devant sa fenêtre, et il s'agit de Rachel. Rachel, en fait, est une jeune fille qui cherche désespérément à revoir sa maman parce que donc elle a été enfant abandonnée, et qu'elle pense que du coup sa maman a travaillé pour la famille, donc pour les parents de Jacob, chose qui est réelle. Donc on découvre très très vite que c'était tout simplement leur femme. Alors c'est pas une femme de ménage, c'est vraiment la femme qui fait tout, qui joue aussi avec les enfants, etc. Et donc ils vont partir à l'aventure tous les deux, Jacob et Rachel, pour essayer de retrouver du coup la maman de Rachel, en cherchant du coup, en essayant de récupérer des infos à droite à gauche avec les gens de son entourage à lui, en passant par exemple par la voisine qui vit toujours en face de la maman, de sa propre maman, à Jacob, et ainsi de suite, donc de poser des questions à d'autres membres de sa famille qu'il connaît, etc. Exemple, frère, père, etc. J'essaie de sœur, oui, j'essaie de t'embrouiller un petit peu, mais pour que tu vois à peu près. Et donc c'est ça qu'on va suivre tout au long de ce film, un film très intéressant, très sympa. Ce que j'aime, c'est que la romance n'est pas trop présente, c'est juste un film vraiment principalement sur deux personnages qui ne se connaissent pas et qui vont essayer de trouver une solution pour aider Rachel. Et forcément, à force des heures surtout, ils vont commencer par se connaître et à créer un petit lien. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'était principalement la quête de la maman du coup de Rachel, et sous les tons de Noël. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt mignon et plutôt sympa. Voilà.